Bonjour Patrick Boucheron. Bonjour. Contretemps s'articule autour de 4 tableaux musicaux éparlés sur des œuvres musicales méditerranéennes du XIIIe et du XIVe siècle. Vous projetez des mots et des images d'aujourd'hui, guitare baroque et électrique, flûte pastorale et dispositif numérique. On entend ce mélange dans l'extrait qui vient d'être diffusé. Qu'est-ce qui se joue pour l'historien que vous êtes dans ces anachronismes, Patrick Boucheron? Mon métier, toujours mon métier. C'est une autre manière de le faire. Sur d'autres scènes, effectivement, avec d'autres adresses, d'autres audiences. Mais il me semble toujours la même exigence, d'ailleurs même renouvelée, parce que vous savez, pour moi, c'est une expérience nouvelle, d'abord, il faut le dire. Pas tout à fait, parce que j'ai eu déjà quelques expériences avec Christophe Brault, Mélanie Traversier, au Théâtre National de Bretagne, au Grand T, mais là, à la musique, c'est la première fois. C'est un spectacle, hein, quand même, il y a des danseuses, il y a des lumières, tout est très précis, très encodé. C'est une formidable leçon d'exactitude pour moi, et aussi de collectif. Vous parliez de ce travail collectif qui m'anime. Franchement, le théâtre, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose dans cette façon de faire confiance à l'autre, et puis surtout, je le répète, une exigence qui n'est pas sans rapport avec notre métier. J'essaye de parler de philologie, on est environné de textes, il y a des manuscrits. La philologie, c'est l'art de lire lentement. Et je trouve, voilà, cette forme de rigueur bienveillante dans la manière dont les musiciens, et ici Bruno Allary et Isabelle Courroy, me convient dans ces notes. Alors là, on est un peu sous hypnose, l'histoire sous hypnose. Il faut faire quand même bien attention à ce que vous allez nous mettre dans la tête, parce que ce texte, vous l'avez écrit, vous le déclamez, vous le récitez. C'est pas une leçon magistrale, mais vous définissez cette pièce, cette création comme une expérience sensorielle. J'y reviens, vous dites c'est mon métier, mais quelle est exactement la place de l'historien là sur scène? Moi, au départ, j'aime pas la musique médiévale. J'aime pas d'ailleurs le Moyen-Âge en soi, pour soi, comme un bloc. Ça m'intéresse si on en fait quelque chose. La compagnie Rassaigne à Marseille, qui est venue me chercher, tente d'en faire quelque chose. Voilà, le mot de passe, c'est celui qu'on a entendu. Ça vient de loin, d'accord, mais ça va vers nous. Et pour venir vers nous, ça a traversé bien des espaces, bien des temps, bien des transparences, mais aussi des obstacles. Et il faut aller le chercher. Moi, c'est, au fond, ce que je cherche à décrire de manière tantôt plus poétique, tantôt plus politique, mais c'est toujours la même chose, c'est que je veux bien parler du passé, mais je pars à partir de lui. Je ne parle pas dans le passé, parce qu'il m'est inatteignable. Et avec la musique, c'est formidable à dire, vous comprenez, parce qu'il y a des manuscrits, il y a des notes sur ces manuscrits, mais comment on va les restituer? Et quand bien même on parviendrait à les lire, à les jouer, à les interpréter sur des instruments dont on pourrait dire qu'ils sont d'époque, notre oreille n'est pas d'époque. Elle a entendu tant de choses depuis qu'il est illusoire de vouloir reconstituer une musique médiévale. Donc elle nous vient très transformée. Alors ça, je peux le dire. Je le dis avec la peinture, je le dis avec les textes, j'essaye de le dire avec l'architecture. Mais sur scène, on peut non seulement le dire, mais ou le faire comprendre, ou tenter d'être... Mais on peut justement en faire une expérience. Mais vous cherchez quand même la résonance d'une époque à l'autre dans ce contretemps. Écoutez, ça vient de loin, ça va vers nous. Quelle rencontre va se jouer aujourd'hui à partir de ce passé? Ce qui est peut-être en jeu dans ce spectacle, c'est la question de, toujours la même, qui sommes-nous aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est que l'Europe, jusqu'où l'Europe. Évidemment, la compagnie Rassaigne a comme répertoire, un répertoire plutôt ancien, ou plutôt, on va dire, folklorique, mais c'est bien vilainement dit. En réalité, c'est de la musique savante, soit arabo-andalouse, soit effectivement provençale ou italienne. Ils ont effectivement 13e, 15e siècle. Et puis, depuis leur dernier album, Il Sol non muove, sur lequel nous nous sommes rencontrés, c'est parti un petit peu de traviole. D'ailleurs, la flûte d'Isabelle Courroy est une flûte cavale, qui est une flûte oblique, et nous suivons cette ligne de frontière, cette ligne de sorcière, pardon, vers justement d'autres frontières. Et en particulier, un folklore bulgare, enfin de la plaine thrace, de l'Europe centrale. Et là, on sort du vis-à-vis méditerranéen.
Évidemment, il en sera beaucoup question dans Au les beaux jours. C'est programmé dans une journée qui interroge l'histoire. Il y a le spectacle de Camille de Toledo, Herzl, etc. Il y en a d'autres. Bon, mais justement, on va aller chercher ce qui, d'une certaine manière, constitue, sinon une identité européenne, du moins la consistance, effectivement, de cette culture. Comment ça sonne et qu'est-ce qui cloche autour de cet espace commun qu'est la Méditerranée. Voilà. Une question d'Antoine Mercier. Qu'est-ce que vous dites dans ce spectacle, finalement, que vous ne dites pas ou que vous ne pouvez pas dire dans un cours, dans une expression plus traditionnelle? Je vais vous donner un exemple. Il y a un moment, on donne à entendre une version que Bruno et Isabelle ont évidemment réactivée. Je ne veux même pas dire modernisée, ont électrisée. Voilà, c'est une mise en tension entre le passé et le présent de la chanson des Troubaïritz, c'est-à-dire des rares femmes troubadours. Il y en a une qui s'appelle la comtesse de Die, dont on n'est pas absolument certain qu'elle a existé, mais au fond, Rudebeuf, on n'est pas non plus sûr d'autre chose que c'est un nom sur des manuscrits. Et au fur et à mesure, on l'entend, c'est très beau, mais c'est un homme qui la chante, et moi j'ai quelque chose à dire, parce que j'ai travaillé. Au départ, c'est pas vraiment ma spécialité, donc j'ai lu qu'au fond, il n'y a pas d'écriture féminine. C'est-à-dire, d'abord, on n'est même pas sûr que ce soit des femmes. Ce sont peut-être des hommes qui font la femme. Et faisant la femme, au fond, ils expriment une forme de poétique qui a à voir avec la sincérité. Donc on peut expliquer ça à partir de la poétique des troubadours. Mais la donner à entendre, c'est autre chose. Parce qu'on entend la chanson, et puis moi je parle, je suis dans une sorte d'entre-deux, entre voilà, une parole savante et puis un peu incarnée. Et je pense que, enfin en tout cas moi j'ai mieux compris. Voilà. Donc j'espère que j'ai mieux compris que quand je lis des livres savants, en les entendant, en voyant ce qu'ils en font, parce que fondamentalement, si l'histoire doit chercher de nouvelles scènes, c'est pas pour le plaisir de se montrer, c'est pas pour avoir de nouvelles audiences, c'est pour avoir de nouvelles expériences. Et cette expérience, c'est l'expérience de l'histoire. Et c'est l'idée que, me semble-t-il, on n'a pas à choisir entre transmettre un savoir et partager une émotion. Alors, il y a, oui, justement, le qu'est-ce que vous dites ici que vous ne dites pas ailleurs, formulé à l'instant par Antoine Mercier. Il y a le comment que vous abordez déjà là en filigrane. L'histoire ne s'écrit pas de la même manière, j'imagine, pour un manuel scolaire, que pour une série documentaire, celle que vous venez de signer pour Arte, que pour le théâtre. C'est des modes de récit qui sont différents. Est-ce que vous arrivez à formaliser cette différence dans la narration ? On pourrait dire les choses banalement. Il faut tenter d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et si on se laisse un peu piégé par, je dirais, une habitude ou une visibilité, enfin tout ce qui vous amène à vous répéter, vous n'allez faire vibrer qu'une seule corde, une corde moyenne. Et je veux avoir à ma disposition une écriture académique, savante, exigeante. Je travaille sur un livre qui va apparaître en janvier, je l'espère, 2019, sur Ambroise de Milan. Je vous assure que ça ne sera pas l'histoire mondiale de la France. Hein. Ça va pas. J'aspire à ne pas intéresser ceux qui se sont passionnés pour de mauvaises raisons vis-à-vis de notre livre, le premier. On peut avoir envie de retrait parfois, et puis de temps en temps on peut avoir envie comme voilà pour Arte de s'adresser au plus grand nombre ou un entre-deux. Comment dire, je pense qu'il est très important d'adapter, d'ajuster sa forme à l'effet que l'on recherche. C'est quoi pour de mauvaises raisons? Vous dites ceux qui se sont intéressés. Ne vous inquiétez pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire publique, c'est très bien. Je l'ai cru nécessaire. Je crois toujours important de parler au plus grand nombre, de parler de l'aujourd'hui. Il faut de temps en temps aussi rappeler d'où s'autorise cette parole. Oui, mais c'est intéressant, c'est que cette histoire mondiale de la France, qui a été un carton en librairie, un gros succès éditorial, on a l'impression que c'est un enfant que vous acceptez qu'à moitié, que vous reniez parfois. Pas du tout, mais simplement, il faut aussi que je réussisse à vous convaincre que le succès ne m'excite pas. Je ne le désire pas.
Voilà. S'il arrive, c'est bien. Un succès est toujours un malentendu. Ça, en tant qu'éditeur, je maintiens cette idée-là. Ce malentendu peut être fécond, mais je ne suis pas. Voilà, je ne vais pas me transformer en chroniqueur de l'actualité. Voilà. Il y a cette idée que, bien sûr, que ça a de sens l'histoire, que si elle vient percuter notre aujourd'hui. Mais parfois, il faut aussi la ramener à une forme d'étrangeté. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce spectacle. Par exemple, je vais vous donner un exemple très poétique. Les troubadours. Comment faire comprendre que ce qui nous paraît mièvre, parce que qu'est-ce qu'ils racontent les troubadours? Que les feuilles sont vertes, que la saison est jolie, que son amoureuse est belle et douce, et que les oiseaux chantent. Sauf que c'est la première fois. C'est la première fois qu'on le dit. C'est la première fois qu'on le dit comme ça, dans un langage roman. Comment rendre compte du fait que c'est le premier jour où on dit « voici une saison nouvelle et douce ». Nouveau est un mot qui reste neuf, mais doux. Si je dis « ma douce amie », vous allez penser que je suis un acteur d'un mauvais téléfilm. Mais quand ils disaient ça, eux, ça vibrait. Alors, vous voyez, si je le dis simplement, les mots les plus anciens sont pas forcément ceux qui nous sont les plus obscurs. Les mots les plus anciens qu'on croit comprendre et qu'en réalité on ne comprend pas, il faut un travail d'histoire pour les ramener à leur ancienneté. Donc le travail, c'est pas simplement de prendre des vieilles choses pour en faire du neuf, mais aussi de penser que ce qu'on croit au fond disponible, en réalité, ça vient de loin. Antoine Mercier. En gros, il y a quand même deux voies ou deux façons de faire de l'histoire que vous pratiquez toutes les deux, c'est-à-dire d'une part la recherche historique, on va dire plus traditionnelle, plus académique, c'est le livre sur lequel vous travaillez, et puis après il y a ce travail qui consiste à faire que l'histoire soit ancrée dans une forme de présent ou dise quelque chose au présent. Est-ce qu'on peut faire cette différenciation-là ou est-ce qu'elle est un peu trop schématique? C'est-à-dire, est-ce que de toute façon, on ne sort pas non plus de cette idée qu'il faut que l'histoire se rattache ou fasse passer quelque chose du présent? Alors moi, je pense évidemment que l'histoire, lorsqu'elle s'adresse à nous, ne renonce en rien à son exigence et n'est pas impure. Voilà, c'est-à-dire que, de toute façon, dans l'opération historiographique, le fait d'aller chercher du sens dans le passé, il y a une pente qui est inévitablement régressive, donc anachronique. Il y a un anachronisme constitutif de l'histoire qui consiste à aller poser des questions d'aujourd'hui au passé. Mais sans pour autant éclabousser le passé de nos propres affects contemporains. Voilà. Bien sûr que ces histoires de Traubayeritz, de féminité, de genre, de mise en place d'une voix qui est une voix sincère et féminine, ça nous touche aujourd'hui particulièrement. C'est extraordinaire quand vous lisez la littérature savante des spécialistes de la poétique occitane. Il y a un niveau de misogynie jusque dans les années 50 et 60 du XXe siècle qui est ahurissant. Donc tout ça, évidemment, on ne voit plus les choses de la même manière aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut, je le répète, aller éclabousser ce passé de nos propres obsessions. Voilà. Et c'est pour ça que mais il faut quand même très prévenant. Il faut quand même le rendre présent. C'est ça le paradoxe quand même. Il ne faut pas l'éclabousser du présent, mais il faut qu'il éclabousse le présent. C'est ce qu'on appelle la représentation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand on se pose des questions, on tâtonne. Moi, ce que je sais faire, c'est écrire. Et alors je peux vous dire, effectivement, je peux faire le malin alors en disant j'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai plusieurs écritures, mais en réalité c'est quand même un travail un peu besogneux, on tire à la ligne, quoi. Et il y a un moment où on se dit mais allons voir ceux qui savent, et ceux qui savent vraiment ce que c'est qu'une représentation. Et c'est dans les théâtres, c'est les musiciens, c'est les acteurs, c'est les artistes, les créateurs qu'il faut aller questionner. Et là, on prend des grandes leçons. Alors, conjuguer ce récit historique au présent, pour Arte, vous êtes parti de dates qui ont marqué notre mémoire collective, des dates que vous avez interrogées. En quoi sont-elles mémorables? Quelle place occupent-elles dans l'histoire globale? Je vous propose un exemple, celui de 33, c'est-à-dire, Antoine, la crucifixion du Christ. Enfin, peut-être. Si je dis je suis né en 1965, ce qui est vrai, je sous-entends en 1965 après Jésus-Christ.
Et si ça m'embarrasse de dire après Jésus-Christ, je dis de notre ère. C'est tout aussi embarrassant finalement. Parce que qui est ce nous? C'est un nous chrétien, en tant que l'ère chrétienne se serait imposée au monde. En tout cas, c'est de ça dont on doit parler. Hein. C'est-à-dire cette manière qu'a eu le christianisme de coloniser le temps. Faire date, c'est loger une intrigue dans un espace. C'est lui trouver au fond un lieu. Un lieu pour que ça se raconte, pour qu'on s'en souvienne, et pour qu'on revienne dans ce lieu et qu'on commémore l'événement qui a eu lieu. Alors on plaisante, est-ce que vraiment 33, est-ce que ça s'est passé, etc. Mais au fond, c'est aussi ça le projet. Quelque part, vous partez avec votre casquette, pas simplement de raconteur, mais aussi d'enquêteur, explorer ce passé, et vous nous montrez comment se fabrique l'histoire. Parce que l'histoire est aussi une fabrication. Oui, puis je suis vraiment né en 1965, donc là, je ne joue pas un rôle, ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de moi. Moi, il me semble que de toute façon, on peut, si on a envie d'intéresser, eh bien, voilà, des femmes et des hommes à l'histoire, ou des plus jeunes d'ailleurs, il faut leur raconter comment ça marche, comment on fait. Je suis persuadé que, au fond, les gens, comme on dit, s'intéressent davantage aux égyptologues qu'aux pharaons. Et que ce qui les intéresse vraiment, c'est la démarche. Et j'irais même plus loin, lorsqu'on montre que cette démarche, eh ben, elle est inductive, hasardeuse, hypothétique. On ne fragilise pas l'histoire. Au contraire, on fragilise ceux qui parlent au nom de l'histoire, sans jamais douter de rien, et qui finissent par faire croire que l'histoire, c'est un discours sur le passé. Non, c'est pas un discours, c'est une méthode. Et cette méthode, elle tâtonne. Et montrer ces tâtonnements, c'est ramener l'histoire à ce qu'elle est, une discipline. Et ce qu'on a voulu faire, au fond, dans cette expérience, autre expérience télévisuelle, qui, là, on est à la radio, donc on entend la voix, mais c'est aussi beaucoup par l'image, et en laissant aller l'image que des choses essentielles se disent. C'est au fond raconter deux fois la même histoire, raconter ce qui a eu lieu, et raconter la manière dont les historiennes et les historiens aujourd'hui peuvent le reconstituer. Vous pouvez juste nous donner un exemple donc de cela? Par exemple, on va prendre... Avec 33, enfin, ou autre chose. Oui, ou une autre. Une autre, très... oui. Alors, par exemple, prenons en regard deux dates qui sont les plus opposées, pas seulement dans le temps, mais dans la méthode. La libération de Nelson Mandela, on ne peut pas douter de sa date, on l'a vu à la télévision. Et en même temps, voilà, 1991, ok, Nelson Mandela sort de prison et c'est un événement planétaire et c'est un événement télévisuel. Et voilà qu'on découvre quelqu'un dont on croyait connaître le visage, mais on le connaissait, il y a 27 ans. Et donc c'est un inconnu qui sort de prison et les télévisions le captent. Ce qu'on essaye de montrer, c'est que si cet événement fait date, c'est qu'en réalité, c'est un événement de longue durée. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce jour-là, le 11 février 1991, c'est que, en fait, c'est la plus ancienne terre africaine colonisée qui se trouve, au fond, terminer le plus récemment sa décolonisation. Donc on a là une très longue durée. Et puis inversement, 1431, on dit que c'est la chute d'Angkor. Et ça nous fait rêver. Et on sait ce que c'est qu'une ruine. Et on sait aussi, dans notre culture occidentale, que pour nous, les ruines sont une sorte de pédagogie des décombres qui doivent nous enseigner la fragilité des empires. Alors quand on va à Angkor, quand on a la chance de voir cette étreinte végétale qui désosse, qui démonte les monuments, on se dit... c'est la nature qui reprend ses droits. Et en réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc on va y voir, et on voit que cette date, elle est très incertaine. Elle est aussi incertaine que qu'est certaine la libération de Nelson Mandela. Et donc, ça veut dire qu'on a là une leçon d'histoire sur la fragilité de notre connaissance, parce que les sources khmères disparaissent 100 ans après cet événement, 100 ans avant cet événement supposé. Et qu'il faut bien faire quelque chose, parce que dès que quelqu'un est passé par là, dès qu'il y a eu présence, résidence humaine sur la Terre, l'histoire est possible. Entre les lignes, Patrick Boucheron, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire aussi que pendant trop longtemps, on a
rétréci ou rendu trop étroit le canal historique et qu'il est temps aujourd'hui, et c'est aussi un peu l'idée de l'histoire globale et connectée. On a rouvert cette discussion récemment avec l'historien indien Sanjay Subramaniam qui était notre invité. Est-ce qu'il n'est pas temps de réélargir les possibles, les expériences, procéder à ce fameux dégagement des possibles dont l'historien François Hartog discutait encore avec vous lors de cette deuxième édition de l'histoire dont vous rentrez à Toulouse? Oui, vous avez raison. Ce festival toulousain s'appelle l'Histoire à venir, et l'Histoire à venir sera peut-être moins strictement économe de ses moyens. Au fond, qu'est-ce qu'être historienne ou historien aujourd'hui? C'est se priver de bien de choses. C'est au fond se censurer de bien des manières. Il y aurait plein de façons de faire de l'histoire, et le plus souvent, on s'en empêche. Alors, pour parfois de très bonnes raisons. Qui ça Attention. Hein, qui ça on? Non, mais chacun, c'est pas du tout l'institution. Attention, justement, je ne parle pas d'une censure. On est parfaitement libre. Hein, et au contraire, il y a des très fortes sollicitations pour faire des jeux vidéo, pour faire des chaînes YouTube. Enfin, on peut tout faire. Là, je suis en train de travailler à une plateforme numérique qui s'appelle Entretemps. Vous voyez, c'est un peu obsessionnel chez moi, au Collège de France et autour, qui va rendre visibles et lisibles les nouvelles écritures numériques de l'histoire. Pas seulement l'écrit, le documentaire, etc. Il y a plein de choses. Mais je dirais qu'on s'empêche un petit peu de considérer la gamme, comme vous le dites, des possibles, de tout ce que peut l'histoire. Et moi, je pense qu'elle ne peut pas tout, voilà, assurément pas, mais qu'elle peut un peu plus que se limiter à ce que vous appelez joliment le canal historique. C'est-à-dire, on peut un peu déborder, mais que l'on comprenne bien que ce débordement n'est pas une diversion, et que c'est pas pour, encore une fois, tout inonder de notre ego. C'est au contraire parce que si on croit vraiment à cette discipline, il faut parfois l'indiscipliner. Voilà, c'est-à-dire que l'histoire, c'est... Vous comprenez, si je dis on va faire une chimie de Baudelaire, on va dire non, ça c'est pas possible. La chimie a un domaine d'application. Qu'est-ce qui échappe à l'histoire ? Le questionnaire de l'historien est presque à l'infini étirable. Il s'allonge, il s'étale, presque dangereusement. Donc, je le disais en des termes un peu plus benjaminiens, c'est-à-dire rien n'échappe, rien n'est perdu pour l'histoire. Si quelqu'un est passé par là, s'il y a eu de la vie, s'il y a eu de la conscience, alors on peut en faire quelque chose. Et donc, par conséquent, cette manière de dire, c'est une façon d'élargir, c'est une extension du domaine de la lutte. Il sera sur scène avec Contretemps samedi soir à 21h au Théâtre National de la Criée de Marseille dans le cadre du festival Oh les Beaux Jours. L'historien Patrick Boucheron est notre invité jusqu'à 13h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. L'appel de Saint-Malo lancé ce dimanche à l'initiative des écrivains Patrick Chamoiseau et Michel Lebris et de la juriste Mireille Delmas-Marty qui nous rappelle à un devoir de solidarité, alerte sur l'accueil réservé aux migrants et souligne l'interdépendance des nations sur cette question. C'est un sujet qui compte aussi pour vous et qui nous parle d'un autre rapport à l'histoire et d'un élargissement des frontières, le temps et l'espace. Écoutez, avant d'en parler avec vous, Patrick Boucheron, les mots de Patrick Chamoiseau. Nous sommes encore enfermés dans nos frontières, nos territoires, nos immobilités, alors que eux, ils ont déjà une autre approche, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus mobile et beaucoup plus élargie. Alors, je me suis dit, ils sont habités par ce que Glissant appelle la mondialité. Alors, c'est pas la mondialisation économique néolibérale qui est une catastrophe, mais c'est simplement le fait que les cultures, les civilisations, les individus, les mobilités, les accélérations technologiques font que quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve aujourd'hui, l'horizon est beaucoup plus élargi et que le monde est beaucoup plus présent. Et l'échelle de réalisation de soi et l'échelle d'extension de ses propres désirs et de ses pulsions, d'une certaine manière, ne se limite pas au territoire dans lequel on est, mais s'ouvre un peu comme ces écrivains voyageurs qui avaient l'espèce de préscience du monde, ce désir imaginant du monde. Les migrants ont une vision du monde différente où les gens pourront aller sans que les frontières ne leur coupent la tête.
Un appel accompagné d'un ouvrage collectif, Osons la fraternité, les écrivains aux côtés des migrants, publié chez Philippe Ray, auquel vous avez participé, Patrick Boucheron, en vous demandant quelle cause défend-on lorsqu'on défend la cause des chercheurs en exil, ce qui est une vaste question à laquelle vous pouvez peut-être déjà commencer par répondre un peu. Oui, dans ce livre, je rappelle l'importance et d'abord l'existence et le fonctionnement de ce programme d'aide en urgence des scientifiques en exil qui est accueilli par le Collège de France, mais qui en réalité mobilise toute la communauté des universités et des centres de recherche pour, au fond, faciliter l'accueil en urgence, on ne peut pas dire autrement, de collègues, parce que ce sont des collègues qui sont persécutés dans leur pays, soit parce qu'ils sont en guerre, soit parce que ces pays font une guerre à l'intelligence, comme par exemple en Turquie. Et on entendait Patrick Chamoiseau citer Édouard Glissant. Au fond, je crois que Édouard Glissant nous a donné la morale de notre temps lorsqu'il dit « agis en ton lieu, pense avec le monde ». Moi, mon lieu, c'est effectivement, je l'ai dit, la recherche, l'enseignement. Donc, j'agis dans ce lieu-là. Je ne cherche pas à avoir une fonction de tribune. Je peux faire ça. Je peux faire ça, là où je suis. Mais je sais que d'autres font bien mieux, ailleurs, là où ils sont. Et sur ces sujets-là, il faut bien comprendre qu'il y a une constellation de courage, d'innovation, d'engagement. On est très très loin en réalité lorsque c'est un sujet sur lequel, au fond, parce qu'on dit souvent « Ah, les chercheurs, ils sont dans les étoiles, ils sont pas proches du réel », alors que les hommes politiques, eux, sont près de la réalité. Mais là, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Quand vous entendez François Héran sur l'immigration, vous comprenez qu'en fait, lorsqu'on dit les vrais chiffres de l'immigration aujourd'hui, ils ont l'air faux, tant on nous a si longtemps menti. Et donc, comment on fait lorsque, sur des sujets comme ça, par exemple l'accueil, la crise de l'accueil, comment on fait pour lutter contre une représentation politique qui n'est pas... Je ne dis pas simplement que ils sont pas assez généreux, qu'ils sont pas assez... C'est que juste, ils sont à côté de la plaque. Par une représentation. Par une représentation. Là, justement, on peut y répondre par une représentation ou un éclairage historique. Pas simplement juridique, comme le fait à juste titre aussi Mireille Delmas-Marty, pas simplement littéraire. C'est-à-dire que l'éclairage peut être aussi historique. On peut rappeler que la France est historiquement un pays d'immigration et bien d'autres choses. Vous avez notamment travaillé ce thème de la grandeur nationale. Qu'est-ce qu'être un grand pays quand on ne sait pas aussi accueillir, quand on ne sait pas bâtir un principe d'hospitalité opposable aux autres. Et puis, il y a aussi cette idée qui peut nous paraître effectivement simple et terrifiante, c'est que si on nous dit dans 20 ans que, bien sûr que l'Europe est morte à l'été 2015, avec la dette grecque, avec la crise de l'hospitalité en Méditerranée et avec Viktor Orban en Hongrie, que tout ça, de toute façon, que c'est fini. De toute façon, c'est fini depuis ce moment-là. On ne le sait pas, mais je ne l'espère pas. Mais si les historiens, plus tard, le racontent ainsi, on avait tous les éléments pour le lire, dans le réel. Mais c'est ça qui a manqué à l'Europe ? Ce qui a manqué à l'Europe... Cette hospitalité ? Oui, c'est ce dont je vais parler ça a été, ce soir à Ulm. Ce qui a manqué à l'Europe, c'est effectivement un certain rapport à sa grandeur. À sa grandeur. C'est-à-dire que le legs le plus précieux de la culture européenne, c'est son intranquillité. C'est-à-dire c'est la certitude, effectivement, qu'elle est fragile lorsqu'elle conquiert. Et que ce n'est pas effectivement par l'occidentalisation du monde que l'on s'impose, mais au contraire par ces valeurs universelles qui sont des valeurs critiques. On dit toujours, qu'est-ce que c'est désespérant ? Vous voulez nous désespérer, vous voulez nous décourager avec l'histoire de la décolonisation, avec l'histoire... Mais c'est formidable, l'histoire de la décolonisation. Des intellectuels, des femmes et des hommes qui s'emparent de valeurs universelles pour les retourner contre un système de domination, c'est follement entraînant. C'est une histoire qui est encourageante. Alors, la raconter comme ça, d'une certaine manière, c'est ne blesser personne. Mais si vous dites 2015, la fin de l'Europe,
vous le constatez en tant qu'historien, ou vous dites que c'est possible qu'on le constatera ainsi, mais ça veut dire que vous n'êtes pas un acteur d'un éventuel redressement. Alors, j'espère politiquement un acteur parce que je suis citoyen, parce que je vis dans un système républicain, et parce que je m'engage par ailleurs. Mais m'engageant par exemple sur cette question, je n'engage aucun savoir et aucune autorité. Je suis... Voilà, ma voix n'a aucun poids supplémentaire. C'est pas le cas d'un expert. Je parlais de François Héran, vous parliez de Mireille Delmas-Marty. Là, oui, ils ont une expertise à faire valoir. Moi, sur ces sujets, je n'ai aucune expertise. Mais simplement, j'ai à dire, avec mes moyens historiques, d'où ça vient. Ça vient de loin, justement. Et ça va vers nous. Voilà, c'est comme dans le spectacle Contretemps. Merci beaucoup à vous, Patrick Boucheron. Vous serez donc ce soir à l'École normale supérieure dans le cadre du cycle de conférences Une certaine idée de l'Europe, organisé par le groupe d'études géopolitiques